Pourquoi devons-nous créer une monnaie si nous sommes déjà bien au sein de l'UMOA? C'est là que le monde attend le Leptako Gourmand. C'est là que le monde entier attend Assimi Goïta. C'est là que le monde entier attend le capitaine Traoré. Ce que nous allons faire, est-ce que nous allons continuer avec la marmaille de la CEDEAO ou nous allons nous assumer et puis prendre pleinement notre responsabilité et sortir de la CEDEAO au temps opportun, mais dans un premier temps, créer notre monnaie. Dans tous les cas, il y a quelque chose, permettez-moi, je vais doubler encore, permettez-moi de vous engager dans, voilà, comme ça c'est bon. Non? Il y a, comment on appelle ça, au niveau de, il y a les ministres de l'économie et des finances qui ont dit deux choses. Créer une banque, un fonds de stabilisation et une banque de développement. Alors que nous savons que nous avons la BOAD, Banque africaine pour le développement. BOA, c'est ça? Banque de l'Afrique de l'Ouest, une banque, quelque chose comme ça. Et puis nous avons la BAD, la Banque africaine de développement. Nous avons Coris Bank. Nous avons toutes ces multitudes de banques dans nos États. Nous avons BNDA qui est une banque malienne. Nous avons, je ne sais pas si ça existe toujours en Côte d'Ivoire, BCC, SGBCI. Au Mali, ici, c'est Coris Bank, c'est UBA. UBA, ça c'est pour les Anglais, c'est pour les Nigérians. Et puis Coris Bank, je crois que ça c'est pour un Burkinabé. Bon. Est-ce que ça, ce sont nos banques? Ce sont des banques qui travaillent avec la BCEAO. Maintenant, la question que nous on se pose, quand le Mali, le Burkina, le Niger dit il faut créer une banque de développement et mettre en place un fonds de stabilisation pour le Leptako Gourmand. Est-ce que c'est avec le CFA ou bien c'est avec notre propre monnaie? Que chacun réfléchisse. Beaucoup diront Keïta, on veut que tu nous donnes la réponse. Mais souvent, il est bon aussi que chacun aussi creuse sa matière grise pour trouver sa propre réponse. Donc, le fonds de stabilisation aura pour objectif de soutenir. Je vous ai fait la démonstration la dernière fois par rapport à la réserve fédérale aux États-Unis, avec Barack Obama. Quand il y a eu cette grande crise, la réserve fédérale a injecté à la demande de la Maison-Blanche de la liquidité dans les banques pour éviter que les banques rentrent en faillite. Parce que si vous voulez détruire l'économie, cassez les banques. Si vous cassez les banques, l'économie du pays, c'est fini. Et Barack Obama a vu que les banques ont commencé à prendre un coup. Il dit non, ça ne peut pas continuer. Il faut injecter. Et ils ont injecté suffisamment de milliards, des milliards, des milliards de dollars dans les banques américaines pour freiner la saignée. C'est ce que la Chine fait. C'est ce que la Russie fait. Maintenant, les banques commerciales qui sont au Mali, quand au niveau de la BCEAO, quand le gouverneur dit fermez les robinets sont fermés. Et ce qui a énervé le général Tchani, pourquoi il a arrêté le gouverneur de la BCEAO du Niger, il avait exprès dit au monsieur, parce que jusque-là, les gens tournent, on ne dit pas la vérité, on dit une première fois, il avait été arrêté, il a été libéré. Mais la deuxième fois, le général est très énervé. Il dit, il ne comprend pas comment le peuple du Niger est en train de subir une telle frustration. Et le gouverneur de la BCEAO nationale, au niveau du Niger, se permet de suivre les ordres de la BCEAO centrale à Dakar. C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Donc, il y avait un choix. Soit le gouverneur décide d'accompagner le Niger en disant non aux sanctions, soit il cautionne les sanctions de la CEDEAO et il assume les conséquences. C'est ce qu'il a fait. Il a assumé. Il croit que la CEDEAO est tellement forte que le général ne peut rien faire. Donc le général l'a fait arrêter puis l'a jeté en prison. Ils ont mis quelqu'un à sa place.
Est-ce que vous entendez problème de liquidité au Niger? C'est vrai que souvent, on sort à la compte des conneries. Faites beaucoup attention. On parle d'approvisionnement, mais on ne parle pas de liquidité. Parce que les liquidités sont disponibles au Niger. Il y a la liquidité disponible au Niger. Seulement, il y a certains denrées, puisque l'agriculture n'a pas été... Et là, le Burkina, tout de suite, a répondu. Dans la plupart des denrées alimentaires passent par le Burkina, les importations passent par le Togo. Mais maintenant, il y a une lettre importante qui a été... avant la lettre, attendez, je vais voir. Par avis, bon, les gens vous épargnez tout ça, du 27 décembre 2023, le port autonome de Cotonou informe l'opinion de la levée de la mesure relative à la suspension au port de Cotonou des importations de marchandises à destination du Niger. Ça, c'est Cotonou. Cependant, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger rappelle aux opérateurs économiques. Maintenant, c'est Keïta qui parle. Donc, ouvrez bien les oreilles. Ce n'est pas la Chambre de commerce et des choses du Niger qui parle. Parce que si vous avez entendu Keïta, tout ce que vous allez entendre ici, c'est ce que Keïta a toujours souhaité, c'est ce que Keïta a voulu. Donc, Keïta se joint à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et du Niger, pardon, pour produire ce communiqué. Cependant, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et Keïta rappellent aux opérateurs économiques que les sanctions illégales, injustes et indignes de la CEDEAO demeurent. Notamment celles relatives à la fermeture des frontières avec pour objectif le blocage des transactions commerciales avec notre pays. Pour ce faire, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger invite les opérateurs économiques à continuer à utiliser les ports et les corridors qui ont permis de desservir notre pays depuis les événements du 26 juillet 2023. N'est-ce pas le conseil que j'avais donné? Quand j'ai entendu Patrice Talon avec sa gueule qui croit qu'il peut manipuler. J'ai dit, peuple du Niger, si vous vous avisez à retourner au port de Cotonou, vous allez regretter cela. Et Dieu merci, la Chambre du commerce, contrairement à la Chambre de commerce du Mali, qui, à la levée des sanctions de la CEDEAO, a fait une tournée dans les deux ports, Dakar et Abidjan, pour voir comment relancer la coopération. Je me rappelle ce jour-là, je suis sorti. Je me suis tellement indigné que le président de la Chambre de commerce du Mali, de Dakar, m'a appelé. Je crois que c'est son chargé de mission, chargé de communication, qui lui a donné mon numéro. Donc, il m'a appelé. Il m'a appelé. On a fait presque 1h30 au téléphone. J'ai dit, moi, je ne comprends pas. Vous étiez là quand la Côte d'Ivoire était en train d'étrangler le Mali. Quand Dakar était une marchandise, vous étiez là. Alors, je ne comprends pas votre démarche, moi, elle me surprend. Il dit non, lui, en tant que, lui, son rôle, c'est là qu'il est rentré dans tous les tralala que vous connaissez. Son rôle consiste à quoi faire? Son rôle n'est pas de prendre les décisions, il s'agit de l'exécutif. Lui fait tout pour créer les conditions, blablabla, c'est à l'exécutif de prendre les décisions. On est resté au téléphone pendant près de 1h30. J'ai dit merci pour la considération, on a raccroché. Après, j'ai dit, et Dieu merci, juste après lui, le président des transitaires du Mali est sorti, il a fait un communiqué. Il dit, il demande à tous les transitaires du Mali de ne plus jamais passer ni par Abidjan ni par Dakar, mais de se concentrer sur la Guinée. Les importateurs, c'est la même chose, on leur a dit. Ceux qui veulent continuer à aller à Abidjan, c'est leur choix. On n'empêche personne. Mais s'il y a quoi que ce soit, vos camions sont bloqués, attaqués, brûlés, l'État du Mali n'interviendra pas. Vous prenez vos risques, vous assumez vos risques jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quand je vois le communiqué de la Chambre de commerce du Niger, je ne peux qu'être un homme heureux parce que c'est ce que je dis. J'ai dit, bannissons le port de Cotonou. Patrice Talon croit que c'est aussi facile. Il croit que c'est ça la politique.
il peut s'attaquer à nous, demain venir avec un double langage, nous marmailler, et puis on va courir après lui. Mais est-ce qu'il sait ce qui se joue, ce monsieur-là? Est-ce qu'il sait ce qui est en danger? Est-ce qu'il sait ce qui est en cause? Alors, beaucoup de choses se préparent contre le Mali, contre le Niger. Je vais descendre maintenant, j'espère que vous avez suffisamment vu, voilà. Ça, c'est la boisson énergisante de tous les bonbons, n'est-ce pas? Tous les bonbons de Fatoumata Batouli-Niang. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez vos mariages, vos baptêmes, vous avez toutes sortes de cérémonies, vous avez votre petit frigo dans votre bureau, vous demandez, vous achetez juste le petit carton, il y en a 24 dedans. Et puis, il y a plusieurs parfums. Ça, c'est le goût citron, ça, c'est le goût café, et puis ça, c'est le premium. Donc, vous utilisez celui qui vous sied le mieux pour recevoir vos invités avec pendant vos mariages, vos baptêmes et toute autre forme de cérémonie. Il y a le thé aussi, tous les bonbons aussi. Je crois que ceux qui sont à Caille auront suffisamment de boissons, beaucoup de thé, beaucoup de souvenirs à faire revenir de Caille. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je vais donner ma part de vérité. Il ne s'agira pas de parler du Maroc. Je m'en fous du Maroc. Je n'ai jamais fait confiance au Maroc. Je ne ferai jamais confiance au Maroc. Il appartient à Assimi Goïta de s'allier d'amitié avec le roi du Maroc. Mais monsieur le président Assimi Goïta, il y a quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Il y a une enquête de la DGSE dont nous avions les copies, ça remonte bien avant votre accession au pouvoir, où Alassane Ouattara et le roi du Maroc sont partenaires. Ils sont partenaires dans beaucoup de transactions financières. Et Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, comme c'est une gestionnaire immobilière, elle gère la plupart des biens immobiliers mal acquis de beaucoup de présidents africains à Genève, en France, je crois en Suisse et dans d'autres pays européens. Elle a une spécialité, c'est ça. Je dis bien, la femme d'Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, sa spécialité, c'est la gestion des biens mal acquis, surtout les biens immobiliers des présidents africains. Et son nom est cité dans le cas de Sylvia Bongo, l'épouse d'Ali Bongo. Elle est citée dans ce dossier. Et elle, son mari, est en contact direct. Je ne parle pas de contact diplomatique. Je dis, je ne parle pas de contact diplomatique. Je ne parle pas de contact diplomatique, je le répète une dernière fois. Alassane Ouattara est en contact direct, en contact partenariat, en contact commercial avec le roi du Maroc. Vous savez que le roi du Maroc est l'un des hommes les plus riches de ce monde-là. Mais il est tellement un homme caché et effacé qu'on ne le sait pas. Si on vous donne la fortune du roi du Maroc, ça va vous donner le vertige. Le roi du Maroc, même son fils Hassan est déjà l'un des hommes, ou sinon l'un des héritiers, parce que son fils Hassan c'est l'héritier. Il a divorcé sa femme Laïla, pour des raisons que nous ignorons. Dieu seul sait pourquoi il a divorcé cette femme. Le roi du Maroc n'est pas aussi un homme saint que vous croyez, n'est pas aussi un homme honnête que vous croyez. Il est trempé dans les sociétés écrans les plus complexes au monde. Le roi du Maroc, il est trempé dans les complexes les plus... Et, curieusement, le service de renseignement marocain est plus performant que tous les services de renseignement occidentaux. Je m'en fous qu'on me croie. Je m'en fous qu'on ne me croie pas. Mais
tous les attentats qui ont coûté des vies énormes en Europe, depuis le temps où son père était au pouvoir, le Maroc a toujours interpellé les Européens. Mais ils se sont dit, c'est un pays africain, c'est un pays qui ne peut pas leur apprendre leur travail. Donc, ils ont toujours négligé les appels du Maroc et les attentats ont toujours eu lieu. C'est après qu'ils se sont rendus compte que, attention, est-ce qu'il ne faut pas commencer à écouter le Maroc quand le Maroc nous interpelle? Et le Maroc a lancé une alerte récemment, c'est ce que je vous ai dit. Ce qui fait que les capitales occidentales sont déployées de policiers, gendarmes, militaires, partout. C'est pas seulement en France, hein, partout. Parce que le Maroc a lancé l'alerte qu'il y aura, il y a une revanche qui est là. Et là, je vous donne encore un petit scoop. Il y a une revanche qui est là. Que Serge Daniel, malheureusement, il connaît mais refuse de dire sur le plateau de France 24, TV5 ou RFI. La revanche, c'est que les terroristes, ils se sont sentis trahis avec leurs partenaires rebelles. Mais avant d'aller loin, les terroristes, ils se sont organisés pendant que ils étaient reçus à Alger, un contingent important de terroristes s'amassait à la frontière algérienne, malienne. Donc, un important contingent, un important attroupement de terroristes. On a parlé de 200, 300 motos pick-up. Ils s'attroupaient à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Mais quand on vous dit qu'on a le satellite là, vous croyez que ça sert à quoi? Je vous ai dit que le satellite sert à faire le balayage. Et au regard des informations que le Mali avait, donc ils ont réorienté le satellite. Parce que le satellite, il y a des images qui peuvent, c'est pas parce que c'est un satellite, hein, il y a des images qui peuvent échapper au satellite. Donc, on demande au satellite de faire un autre rebalayage. Le satellite fait un autre rebalayage et le satellite découvre effectivement un important attroupement d'armes en moto, en armes et pas chose. Donc, automatiquement, aucun soldat n'a été déployé sur le terrain. C'est là que vous vous rendez compte que la stratégie de la guerre au Mali a changé. Le Mali n'envoie plus ses soldats comme ça sur le terrain. Le Burkina, idem. On les envoie selon le système américain. Quand les Américains font des frappes de drones ou des frappes d'avions, c'est quelque temps après qu'on envoie les forces spéciales sur le terrain pour neutraliser tous les survivants. Et s'il y a des documents à saisir, saisir les documents. Mais le combat là, c'est parce que j'ai épousé le Niger. Je dis bien, j'ai épousé le Niger. J'ai aimé le Niger. Je suis avec le Niger. Le Niger est dans mes veines comme le Mali résonne dans mon corps, dans mon sang, dans mon cœur, dans mes veines. Idem pour le Burkina. J'ai épousé le Burkina, j'ai aimé le Burkina et le Burkina vit en moi. Quelque chose qui touche le Burkina touche mon cœur dans sa profondeur et je suis blessé. C'est la même chose avec les trois pays. Donc le combat qu'on fait, Keïta ne le fait pas pour être invité sur un plateau de télé ou dans un palais présidentiel. Keïta le fait parce que j'ai épousé le peuple du Liptako Gourma dans son ensemble. Le peuple nigérien, burkinabé, malien, je les ai épousés et je me dis qu'ils méritent le mieux. Je ne peux pas physiquement, mais ma modeste façon, si ma voix peut porter, que Dieu aide cette voix pour porter.